Sport Première, Stéphane Trisconi. Il y a d'autres endroits sur la planète où il fait très froid, notamment dans le Grand Nord. On va se rendre immédiatement, retrouver Charles Edrich, notre aventurier français que l'on suit depuis un petit moment maintenant. Vous le connaissez, il a 56 ans. Son défi, c'est de traverser le Grand Nord à la rame, 7100 km entre le détroit de Bering et le détroit de Davis, ce qui ne s'est encore jamais fait. L'expédition a été entamée l'année dernière, interrompue par les glaces. Elle a repris le 12 juillet pour la deuxième étape. Bonsoir Charles Edrich. Oui, bonsoir. Alors, où est-ce que vous êtes actuellement ? Alors, précisément, je suis dans un petit village, donc esquimau, qui s'appelle Cambridge Bay, à mi-parcours exactement. Et là, je suis arrivé hier, et je vais rester là pendant quelques jours, parce que devant moi, j'ai 300 km de glace absolument compacte. Il faut que j'attende que ça dégèle. Alors, ça fait bientôt un mois que vous ramez maintenant. Comment s'est passé ce dernier mois ? Alors, ça s'est passé globalement très très bien. J'ai eu des conditions très favorables, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier. Toute la partie s'est passée très... On est en train de vous perdre, Charles Edrich. Tout de vent. Donc pour la rame, c'est l'idéal. Et soit plutôt peu de glace. Surtout sur la fin où ça s'est donc très très bien passé. J'ai eu seulement une alerte très sérieuse après 2 jours, donc un coup de vent terrible, 45 nœuds, donc à la rame c'est considérable. Donc pour aller me mettre à l'abri, je suis précipité sur un banc de sable, c'était le moindre mal. Et donc pour résister là 2 jours, et après j'avais tout un train de rouleaux, 25 ou 30 rouleaux, et avec des vagues qui cassaient, et impossible de me dégager de ce banc de sable. Donc, après 2 jours, j'ai trouvé la solution qui est un peu surréaliste. Ça a été de mettre ma combinaison de survie et de traîner. Je me suis mis dans l'eau et de traîner avec un bout de mon bateau le long du banc de sable sur 2,5 km avant de retrouver l'eau libre. Bon, à part cette anecdote, cet incident, le reste du temps, ça s'est pas mal passé, très bien passé. Ouais, à part ça s'est bien passé. Ça, c'est déjà pas mal, Charles Edrich. Vous êtes dans le Grand Nord, d'où les petites coupures que l'on entend. Restez évidemment avec vous. Sophie Lavaux, ça vous tenterait une fois d'aller ramer dans le Grand Nord, là ? Moi, je préfère aller plus à la verticale, quand même, on va dire. Alors, Charles Edrich, à nos côtés, il y a Sophie Lavaux qui a gravi l'Everest le 25 mai dernier. L'Everest, ça ne vous est pas inconnu à vous non plus ? Il est parti, Charles Edrich. On va essayer de le rappeler. Charles Edrich, oui, on parlait de rame. C'est pas, vous l'avez dit, forcément vos trucs. Vous préférez monter. Est-ce que vous avez déjà pas d'autres projets, évidemment? Quand on a fait l'Everest, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Plein de choses. On peut faire plein de choses. Il faudrait, je pense, 10 vies pour faire tout ce que j'aurais envie de faire en montagne. Plus haut, on peut pas, ça c'est clair, mais on peut faire plus beau, plus sauvage, plus technique, différent quoi, différent. C'est pas une fin en soi l'Everest. En tout cas, me concernant, c'est pas on va continuer à aller en montagne, ça c'est sûr. On a retrouvé Charles Edrich. Charles Edrich, on est en compagnie de Sophie Lavaux qui a gravi l'Everest le 25 mai dernier. Et je disais tout à l'heure, l'Everest, ça ne vous est pas inconnu à vous non plus? Non, l'Everest, j'y étais par la voie, donc j'étais au sommet par la voie chinoise en 2006. Et alors, c'est mieux l'Everest ou c'est mieux le Grand Nord à la rame? Alors l'Everest, si on fait, on va dire un parallèle par rapport à ce que je suis en train de faire, évidemment, c'est pas une première. Alors que là, je suis sur une première, mais une fois que j'ai dit ça, l'Everest, ça reste extrêmement difficile, extrêmement engagé. Et ça reste particulièrement dangereux, avec beaucoup de dangers qu'on ne maîtrise pas, les dangers objectifs. On a beau être en forme, expérimenté, ça reste aléatoire, on est il y a tous les accidents possibles et imaginables, donc ça reste
même si aujourd'hui il y a pas mal de monde qui l'ont gravi, l'Everest, ça reste, enfin l'île en général et l'Everest en particulier, de la grosse aventure. Vous vous sentez plus en sécurité dans le Grand Nord, tout seul à la rame? Alors, ça dépend. Donc, non, ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire, je peux être complètement pris par les glaces. Mon bateau, je peux le transformer en traîneau pour franchir des morceaux de glace, 10 mètres, 100 mètres, quelques centaines de mètres. Mais par contre, je peux pas m'engager sur 100 ou 300 km. Donc, il y a beaucoup plus d'aléas sur ce que je suis en train de faire. Je peux être jeté à la côte, je peux avoir de la casse matérielle, mon bateau peut être pris dans un gros coup de vent et être retourné, brassé dans tous les sens, etc. L'an dernier, par exemple, à plusieurs reprises, j'étais à 2 doigts de pas trouver la solution pour franchir un obstacle. Donc, il y a énormément d'aléas, mais d'une certaine façon, il y a peut-être il y a beaucoup d'engagement, il y a quand même des risques qui sont permanents, mais il y a quand même probablement un niveau de prise de risque sur l'aspect vraiment vital, peut-être un peu moins grand que sur l'Everest. De toute façon, l'Everest, c'est très simple. Il suffit de regarder les statistiques. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 4000 personnes, grosso modo, oui c'est ça, 4000 personnes qui ont gravi l'Everest, toute nationalité confondue, et grosso modo, il doit y avoir 350 ou 400 morts sur l'Everest, sans parler de tous les accidents, les gelures, les amputations, etc. Donc on voit que la statistique parle d'elle-même, c'est une activité qui reste extrêmement dangereuse. Là, on va dire, s'il m'arrive quelque chose, donc il y a quand même les Coast Guard, il y a 2 ou 3 brise-glaces qui surveillent ce passage du nord-ouest canadien, où je peux être récupéré en 24 ou 48 heures. Donc j'ai quand même le sentiment d'être sur quelque chose d'extrêmement aléatoire, d'extrêmement difficile, mais avec une prise de risque un tout petit peu moins grande. Sophie Lavaux, Une prise de risque. je vous vois écouter attentivement Charles Drift. Vous avez envie de réagir à ces propos? Non, je connais pas cet environnement extrême là du Grand Nord, mais les statistiques sont justes, ouais, sont justes. Ouais. Alors, ça dépend quand on parle de Grand Nord. Là, je parle du passage nord-ouest. Quand on réalise avec Arnaud Tortel une première au pôle Nord, donc on est les premiers à réussir une traversée intégrale pôle Nord-Groenland en autonomie complète, je précise, donc sans ravitaillement. On part avec des traîneaux, chacun, on a 145 kilos. Là, on est dans un engagement absolument maximum, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'aller nous chercher. Les Coast Guard n'y vont pas, les hélicoptères n'ont pas l'autonomie pour aller nous chercher. Donc là, il y a danger permanent, absolument extrême. Donc, mais sur le passage nord-ouest, il y a quand même chaque année. Bon, d'abord, il y a ces fameux brise-glaces. Il y en a grosso modo 3 qui sont sur le passage. Et puis sur tout le parcours, il y a des bases. Il y a quelques bases canadiennes. Donc on peut aller quand même nous récupérer. Alors que sur une île, à partir de 6005 ou 7000, il n'y a plus de possibilité de secours. Et puis, donc ça reste extrêmement Charles Edrich. Et là, aujourd'hui, Charles Edrich, on va vous couper, parce que c'est bientôt 21h. On a bientôt les informations sur la première. On reparlera évidemment de votre aventure. On vous recevra une nouvelle fois dans une prochaine édition de Sport Première pour la suite de cette aventure. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous depuis le nord-ouest où vous ramez 7100 km. Bientôt la fin de l'aventure pour vous. Bonne soirée. C'est un plaisir. Bonne soirée. Au revoir.